Le micro fonctionne, oui, très bien, magnifique. Bien, mesdames et messieurs, bonsoir. Merci à vous d'être si nombreux pour cette conférence. Cette conférence qui est en fait une synthèse des travaux qui nous ont menés à examiner l'héritage d'Henri Van de Velde et le lien en cette année centenaire, puisque vous n'êtes pas sans ignorer que 2019 est l'année centenaire de la création de l'école du Bauhaus, et que cette école du Bauhaus n'était pas née de rien, que Van de Velde avait créé une autre école auparavant à Weimar, et c'est cette filiation que je voudrais aujourd'hui interroger avec vous, pour comprendre. Vous avez sans doute vu aussi dans le supplément du Vif ce week-end qu'on parlait d'Henri Van de Velde, qu'on disait que la Cambre était une sorte de Bauhaus belge, j'ai envie de dire plutôt que le Bauhaus est une sorte de la Cambre allemand, mais en tout cas d'un héritage d'Henri Van de Velde dont les bâtiments ont accueilli l'école du Bauhaus par la suite. Alors, dans cette figure d'Henri Van de Velde, ici on le voit dans son bureau à Weimar, il a jeté les bases, je dirais, d'un nouveau type d'enseignement, et donc c'est cette comparaison que je vais tenter de faire en guise de conclusion. D'abord, véritablement essayer de comprendre quel est le parcours d'Henri Van de Velde. On dit souvent l'architecte Henri Van de Velde, mais en réalité, il n'a jamais suivi un seul cours d'architecture. Il est un autodidacte qui commence sa carrière comme peintre. Il va exceller dans toute une série de domaines. Il va œuvrer aussi dans le domaine pédagogique, mais aussi à toute l'identité visuelle en Belgique. Si vous regardez encore le logo de la SNCB, on est dans du Van de Velde, hein, puisqu'il a travaillé, il a dessiné des wagons pour la SNCB et le logo. Alors, cette conférence se veut être une synthèse. Pour un petit rappel, nous avons organisé en février 2019, donc il y a peu. Nous sommes en train de relire les actes et je me réjouis aussi puisque j'avais vu l'attaché culturel de l'ambassade d'Allemagne qui nous a soutenus dans ce projet. Donc c'était évidemment dans le thème. On a rassemblé beaucoup de chercheurs allemands parce que il faut bien avouer qu'à part quelques expositions mémorables, dont celle de 2013 au musée du Cinquantenaire, il y a en Belgique peu de recherches, peu de gens connaissent et s'intéressent à Henri Van de Velde. Par contre, le grand public est souvent charmé par toutes ces créations, par toutes ces réalisations. Donc on a tenté de comprendre précisément le rôle que Henri Van de Velde a joué à Weimar et par la suite, vous voyez dans les conclusions, et j'y reviendrai, également si un héritage, si un bilan peut être tiré de toutes ces expérimentations qu'il a menées par la suite en Allemagne. Alors, Van de Velde, qui c'est? Van de Velde, on sait qu'il vient d'une famille nombreuse et c'est un francophone anversois. Donc, il est né à Anvers. Il parle effectivement à la fois le français et le néerlandais et il est polyglotte, mais les mauvaises langues disent qu'il parle toutes les langues mâles. Et c'est vrai que son écriture est souvent complexe et son allemand n'a jamais été très bon. Mais il comprenait tout. C'est un homme, en tout cas, qui se projette comme un intellectuel européen à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. Sa famille elle-même, son père venait de Bruxelles, sa mère venait de Gand, famille bourgeoise qui, notamment à Anvers, organisait des concerts. Donc, on est toujours dans le thème puisqu'on avait une famille de mélomanes. Et Van de Velde caressait la douce ambition de devenir d'abord un chef d'orchestre, un compositeur. Et d'ailleurs, la musique et le théâtre, on l'oublie souvent, ont eu un rôle prépondérant dans sa carrière. À 11 ans, il commence ses études à l'Athénée royal d'Anvers. À 13 ans, il rencontre par exemple Max Elskamp, le futur poète symboliste à l'école, où ils vont rester très amis en fait, pendant toute leur vie. Et ensuite, Henri Van de Velde va s'inscrire à l'Académie des Beaux-Arts d'Anvers. Bon, son père voulait qu'il fasse le droit, il n'a pas réussi, parce que Max Elskamp était un poète symboliste plus tard, mais avait commencé ses études de droit. Van de Velde, ça ne l'intéresse pas. Il va
à l'académie. Et évidemment, on a à l'époque un enseignement, comme le nom l'indique, très académique. On dessine, on apprend à dessiner, on apprend l'art en dessinant des moulages en plâtre. Il doit étudier l'anatomie, il déteste ça, il s'oriente ensuite vers le modèle vivant, puis il va prendre des cours de peinture, il va faire du paysage, mais alors il raconte dans ses carnets qu'on le forçait à aller ramasser des branches mortes. Donc, il devait peindre un paysage en hiver. Alors comment on faisait à l'époque? On ramassait des branches mortes, on pourrait le faire ici. Je pense que nos étudiants n'apprécieraient pas si on est forcé à faire ça, et mettre ça à l'intérieur de l'atelier, mettre de l'ouate, répartir l'ouate et faire un paysage d'hiver. Donc tout ce qu'il déteste, il a détesté donc cet enseignement et il l'a arrêté, comme on dirait aujourd'hui, il n'a pas validé ses crédits à l'Académie d'Anvers et donc il abandonne ses études. C'est surtout un formidable autodidacte, un formidable puissance d'esprit. Il va néanmoins rentrer dans l'atelier privé du directeur de l'Académie, qui s'appelle Charles Verlin, et qui va l'encourager à travailler plutôt sur la question du paysage. Alors, il va réaliser un certain nombre de portraits. Vous voyez, c'est un peu l'orientation qu'il prend au début. C'est un peintre qui va en fait, être imprégné de toute une série de styles. Vous voyez, il va passer d'un style à l'autre. Il va voir beaucoup d'expositions. Il lit énormément. Il faut savoir que sa bibliothèque personnelle, telle qu'elle était à la fin de sa vie, se trouve entièrement à l'abbaye. Donc, on a hérité de l'ensemble de sa bibliothèque personnelle et de l'ensemble de son œuvre graphique, qui est classée aujourd'hui patrimoine exceptionnel de la communauté française et qui part souvent en prêt. Pour ceux qui sont allés voir, par exemple, l'expo Flamboyant à la Villa Bogossian, il y avait 3 œuvres qui appartenaient à notre fonds Van de Velde. Alors, plus tard, il va partir à Paris. Il va rencontrer Auguste Carolus-Duran, un ami de Manet. Il va progressivement rentrer en contact avec le village de Barbizon et tous ces peintres d'avant-garde, comme on disait à l'époque. Et ce qui va l'intéresser, c'est des figures de fermiers, de fermières, un peu style Millet. Donc il va également avoir sa phase peinture pré-industrielle. Il va ensuite intégrer je n'ai pas trouvé en bonne résolution, mais ce groupe qu'on appelle le groupe des 20. Alors, le groupe des 20, on est à Bruxelles à l'époque. Bruxelles est véritablement une ville carrefour de l'Europe et un groupe, vous reconnaîtrez des noms célèbres, il y a des artistes invités à gauche, qui ne sont pas les derniers. Vous voyez Gauguin, vous voyez Constantin Meunier, vous voyez Monet, vous voyez Seurat, vous voyez Pissarro. Et les 20istes, qui, comme le nom l'indique, sont un nombre défini de 20 artistes et écrivains, parmi lesquels Henri van de Velde, Theo van Rijsselberghe, James Ensor, Fernand Knoff, pour les Rodin, pour les plus connus. Et ce groupe va publier une revue qu'on appelle l'art moderne, et organiser une série d'expositions. Et il faut reconnaître qu'à l'époque, l'influence française est très, très importante. On fait venir énormément de choses. On a notamment le dimanche après-midi de la Grande Jatte de Georges Seurat, qui arrive en 1887, qui a produit sur Van de Velde un grand effet, mais par contre sur le public suscité, comme souvent, des réactions contradictoires. C'est ce qu'on appelle le public, la peinture pointilliste, notamment. Il y a différentes appellations. Et alors Van de Velde va avoir sa phase. Donc il va peindre à Ostende toute une série de vues. Il va réaliser des peintures dans les parcs de Bruxelles, dans la campagne flamande. Et finalement, c'est bien parce qu'on a ses carnets, sa biographie qu'il rédige à la fin de sa vie. Et il trouve quand même que c'est très fastidieux comme méthode, c'est très fastidieux, et donc il va passer à autre chose. Parce que Van de Velde a une production énorme tout au long de sa vie, et il a vécu au-delà de 90 ans, et donc il va réaliser évidemment avec cette technique très peu d'œuvres. Il va ensuite découvrir Gauguin, Van Gogh, va passer les nabis, aussi les peintres nabis. Il va être fortement influencé par l'art des estampes japonaises, par les grands aplats de couleurs, et c'est peut-être dans ses essais qu'on peut déceler
ce qu'il va appliquer plus tard en 2 dimensions, ces effets picturaux qu'il va appliquer plus tard en 2 dimensions, notamment ceci, aux arts décoratifs. Alors on le voit dans ces dessins, dans ces pastels des années 1880, des influences très fortes de Van Gogh, où les lignes ne décrivent pas seulement le contour de forme, mais aussi, si vous prenez cet exemple-là, les surfaces, l'espace les entourant. Il va découvrir le dynamisme des lignes, et pour lui, la ligne constitue l'élément fondamental de sa réflexion. Il va appliquer plus tard cette théorie au design dans son entièreté, comme on l'appellera plus tard, et quand les lignes réapparaîtront comme ornements, il va structurer cette ligne dans son mobilier et dans ses espaces intérieurs. Et il va marteler une phrase très souvent en affirmant « la ligne est une force ». Et il va écrire cette phrase au moment où il théorise ses idées, la ligne comme élément central de sa production. Alors, quel est l'état à l'époque de l'art, de l'architecture? Quel est l'état de la question? Il va s'intéresser beaucoup parce qu'en Europe, grosso modo, on est dans une phase au niveau de l'architecture et du design, du mobilier, où on travaille sur une série de répertoires ornementaux. Je vous montre quelques éléments décrits sur l'ornement qui circulent beaucoup en Europe et qui viennent beaucoup d'Angleterre. C'est-à-dire qu'on va répertorier tous les ornements de différentes époques, du Moyen-Âge, de la Renaissance, de l'époque baroque, de l'époque rococo, et les artistes vont aller puiser sans cesse dans cette deuxième moitié du XIXe siècle, dans ces répertoires, et c'est l'époque où on fait du néo-Renaissance, du néo-gothique, du néo-flamand, parce que si on prend l'exemple en Belgique, on est aussi à une époque où on va essayer de découvrir un peu l'identité nationale. C'est l'époque aussi des nationalismes. Et donc, si vous regardez dans le passé, qu'est-ce qu'on va trouver comme identité spécifiquement belge? Les maisons autour de la Grande Place. Donc, on fait du néo-flamand de l'époque baroque, de ce qui se trouve autour de la Grande Place. Mais ce qui intéresse Van de Velde, ce n'est pas du tout ça. Justement, il voudrait en sortir. Alors, où va-t-il trouver son inspiration? En Angleterre, d'abord. Il ne faut pas oublier que l'Angleterre, à cette époque, dans ce mouvement Arts and Crafts, littéralement, qui veut dire art et artisanat, et ça, c'est un élément fondamental, parce qu'on est à une époque où les arts, les beaux-arts, comme on disait alors, et ça va disparaître ensuite comme expression, aujourd'hui, on le dit encore, mais plus dans la littérature, comme élément de patrimoine, mais pas dans la littérature spécialisée, on avait les beaux-arts d'un côté et l'artisanat tout en dessous. Et ce que veulent essayer de faire toute une série d'artistes, de théoriciens de l'époque, c'est de ramener l'art et l'artisanat dans une seule sphère commune, de ramener la pensée et le faire dans un même élan. Et donc, ce mouvement Arts and Craft, art et artisanat, va commencer à émerger en Angleterre, je dirais, dans les années 1860. Ici, on a une maison de 1859 qui est un peu la maison manifeste, le tout début du mouvement Art and Craft. Et il va se développer dans les années 1880, 1890, à la fin de l'époque victorienne. Et on peut sans doute considérer ce style comme les prémices de ce qu'on appellera plus tard le modern style, le style moderne, le concurrent direct anglo-saxon de l'art nouveau, et l'art nouveau belge et français, Victor Horta, Henri Van de Velde, et ainsi de suite. Mais le mouvement fait écho aux préoccupations d'alors. Quelles sont ces préoccupations? C'est des artistes artisans qui croyaient fondamentalement au progrès. Ils croyaient au progrès, mais pas dans l'industrialisation qui, pour eux, était une aliénation de l'homme. Il faut penser qu'on est dans ce contexte de l'Angleterre hyper industrialisée, fer de lance de l'industrialisation mondiale, et toute une série de gens, face à la mécanisation croissante
de la production ont un sentiment ou une inquiétude, un sentiment d'inquiétude, un besoin d'individualisation, vont essayer de rechercher de véritables valeurs dans un contexte justement de domination britannique mondiale qui est contestée, les mutations rapides de la société qui créent un prolétariat très nombreux en Angleterre, cette révolution industrielle a amené une nouvelle organisation sociale. Alors, parmi les précurseurs, on a quelqu'un comme John Ruskin, dont vous connaissez sans doute les écrits, le nom, les pierres de Venise, notamment, toutes ses écrits sur l'architecture, il a écrit beaucoup sur Florence, il a écrit toute une série de choses fort intéressantes, y compris des études sociales, notamment des études qui vont influencer Gandhi, mais ça c'est un autre débat. Et son interprète le plus prolifique en termes d'art, c'est William Morris, qui est derrière en fait la maison, puisqu'il n'est pas architecte, qui est derrière un peu l'esthétique de ce cottage anglais Philip Webb. Alors, ce mouvement va être important et va vouloir justement abolir cette frontière qui existe entre l'art et l'artisanat. Et ça, Henri van de Velde va également le mettre en œuvre plus tard. Il va envoyer sa femme, Maria Seth, j'en reparlerai plus tard, rechercher des livres en Angleterre. Donc il va y avoir toute une série de choses. Il y a quelques exemples que je peux vous montrer ici. C'est cette architecture très connue, mais qui apparaît aujourd'hui comme très traditionnelle, mais qui en réalité était relativement révolutionnaire à l'époque. On en a aussi les plus beaux exemples. Si vous regardez, j'avais pris avec Charles Royney Mackintosh à Glasgow, en Écosse. Vous avez l'école d'art de Glasgow, par exemple, ici, qui est un bel exemple. Alors, juste après, il va y avoir l'émergence d'un nouveau mouvement. Ce nouveau mouvement, c'est comme son nom l'indique, l'art nouveau. Alors, la maison de droite, la maison Tassel, est un peu prise comme une maison de Victor Horta, comme une maison manifeste de naissance de l'art nouveau, qui ne s'appelle pas encore l'art nouveau. Horta va exploiter le premier, la ligne courbe, le symbole entre tous dans ce mouvement, la fluidité des espaces qui va faire écho aux courbes végétales qui vont investir à la fois les ferronneries, les mosaïques, les fresques, les vitraux, où tous les éléments de structure vont être à la fois des éléments structurant le bâtiment, structurant la façade, mais aussi des éléments ornementaux. Donc tout ça tient, je ne vais pas faire un grand cours là-dessus, mais dans les théories, dans la droite ligne des théories d'Eugène Viollet-le-Duc, et il va concevoir un édifice inédit avec les meubles qui vont avec. Les meubles qui vont avec, qui vont correspondre au rythme des murs et au rythme de l'architecture. Il va dessiner jusqu'au motif des tapis, des papiers peints. Donc c'est la naissance d'un art total, ce qu'on appelle en allemand, et ce que Van de Velde, ce qu'on appellera plus tard Gesamtkunstwerk, c'est-à-dire l'œuvre d'art totale, c'est que la beauté réside partout. Elle réside à la fois dans l'architecture, dans le meuble, le tapis, la petite cuillère, la céramique qui est sur la cheminée. Van de Velde dit dans ses écrits qu'on était arrivé à l'époque à un point de laideur absolue tel que l'humanité n'en avait jamais connu, et qu'il fallait dépasser cette laideur en recréant des œuvres d'art totales. Alors, Henri van de Velde, justement, à cette époque-là, va écrire un texte des Blémendards. Ce n'est pas la couverture originale, c'est une réédition, c'est celle que j'ai en réalité. Des Blémendards, qui est une sorte de... Parce qu'il va avoir une grande carrière d'écrivain, il va essayer de prendre du recul sur les évolutions artistiques contemporaines, et il va fustiger avec une grande fougue tout le monde de l'art institutionnalisé. Il va mener une réflexion qui est la première intellectualisation de deux idées fortes de l'art nouveau.
d'un côté, la valeur des arts décoratifs, aux côtés des arts nobles, aux côtés de la peinture, sculpture, architecture, il affirme la valeur des arts décoratifs, et de l'autre, l'importance de l'harmonie générale dans les travaux de décoration, qui sont deux idées fondamentales qu'il théorise dans cet ouvrage d'Eblemanda, qu'on peut encore trouver dans le commerce, mais plutôt de seconde main. Il va avoir aussi une rencontre importante, puisqu'en 1894, il va épouser Maria, en fait son vrai nom c'est Marie-Louise, Maria Seth, qui est issue d'une famille de négociants textiles assez aisée, et elle a été toute sa vie un soutien inconditionnel de Van de Velde. Ce n'est pas anecdotique, évidemment, puisque l'année suivante, la mère de Maria, Louise, la belle-mère de Van de Velde, va donner les moyens au jeune couple de construire leur première maison, le Blumenwerf, qui se trouve ici à Uccle, donc le Blumenwerf en haut à droite, une comparaison avec la maison qu'il se fera construire un peu plus tard à Weimar. Le Blumenwerf, une photo d'époque, qui aujourd'hui appartient à des propriétaires privés qui vont entamer une restauration, qu'on est en lien, puisqu'on a un fonds Van de Velde qui tente de promouvoir à la fois les archives, le fonds graphique, mais aussi les études sur Van de Velde, et on a accompagné avec un architecte tout le projet de restauration de cette maison, qui est le seul exemple visible d'œuvre architecturale de Van de Velde qui est apparenté à l'Art Nouveau, de sa période Art Nouveau. Il y a beaucoup d'autres maisons de Van de Velde qu'il construit à son retour d'Allemagne, mais qui qu'on ne peut pas mettre dans la catégorie Art Nouveau. Et c'est vrai que si vous regardez l'ouvrage, vous allez me dire, mais ce n'est pas de l'Art Nouveau. C'est en fait plutôt du Art and Craft. Il va à l'extérieur plutôt reprendre les lignes architecturales du mouvement Art and Craft anglais, c'est plutôt une sorte de cottage comme ça, mais à l'intérieur, par contre, si on regarde, parce que c'est une architecture très organique qui part de l'intérieur, à l'intérieur, tout est pensé comme une œuvre d'art totale, en parfaite adéquation avec les idées de l'Art Nouveau. Et donc, ce bâtiment est un bâtiment très important. Il y reçoit le tout Paris, toute la Belgique. Hein. Il faut savoir qu'il y reçoit Theo van Rijsselberghe, qui est un ami de la famille. Il y reçoit Camille Pissarro. Il y reçoit Signac. Il y reçoit le grand poète Verhaeren. Il y reçoit Toulouse-Lautrec. Il y reçoit également l'historien de l'art, Julius Meyergreff. Je n'ai pas pris de photo, mais ce n'est pas très important. Alors, Julius Meyergreff, je vous en parle parce que c'est un personnage, un historien de l'art, mais un personnage qui est très important et qui m'a un peu frappé dans les dernières expositions qui ont lieu en Europe pour le moment. Le Julius Meyergreff en question est un historien de l'art qui écrit sur tout. C'est un critique d'art et un historien de l'art qui va s'intéresser un peu à tout et qui va soit faire redécouvrir des artistes anciens qu'on avait complètement mis de côté. Par exemple, l'artiste grec, le Gréco, donc, qui a fait l'objet d'une exposition pour le moment au Grand Palais, a été redécouvert, a eu une notoriété très grande suite au carnet de voyage que Meyergreff publie en Espagne. Et si on prend un autre exemple, Van Gogh, il y a pour le moment une grande expo Van Gogh, vous avez peut-être vu le reportage Van Gogh Superstar sur Arte, qui est en fait l'écho de la grande rétrospective Van Gogh sur comment Van Gogh est devenu célèbre, parce qu'il est devenu célèbre après sa mort, juste après sa mort. Eh bien, Julius Meyergreff est un de ses protagonistes. Et c'est amusant parce que toute la bande qui va promouvoir Van Gogh à la même époque en Allemagne, toute la bande allemande, va promouvoir en même temps Van de Velde. Il y a toute une série de personnages, je vous ferai une petite galerie, qui vont jouer un rôle essentiel pour la reconnaissance du travail de Van de Velde. Mais Meyergreff, c'est pour ça, je vous en parle rapidement, mais il va un jour avec Samuel ou Siegfried, on ne sait jamais très bien comment il s'appelle, les deux noms existent. Alors, qui est ce Samuel ou Siegfried Bing? C'est un marchand d'art japonais, enfin, c'est
Lui, il n'est pas japonais, c'est l'art qui est japonais. Donc, il vend du japonais à Paris. Par contre, lui, il est bien allemand, il est originaire de Hambourg. Et donc, il vient rendre visite avec Julius Meyergreff, qui veut faire la promotion de Van de Velde, parce qu'il adore ce qu'il fait. Et à l'époque, justement, où Van de Velde construit sa maison. Et sa maison, à Uccle, va être une sorte de maison manifeste. Van de Velde va inviter beaucoup de gens, justement, pour promouvoir sa propre production. Et il fait, donc Meyergreff fait publier des articles sur Van de Velde dans sa revue. Et il dit à Bing, bah, tu devrais quand même arrêter de vendre du japonais, tu dois vendre ce genre de choses. Et il change le nom de sa galerie, et sa galerie devient la galerie L'Art Nouveau, et qui donne le nom, donc en 1895, à cet art nouveau, qui ne s'appelait pas encore l'Art Nouveau. Et donc, c'est une galerie qui s'ouvre à Paris, qui s'appelle l'Art Nouveau. Et qu'est-ce qu'on y expose principalement, au tout début? Des pièces de Van de Velde. Et donc, Bing va proposer l'ameublement de différentes pièces par Van de Velde, une partie de sa maison à Paris. Il fait une grande exposition Van de Velde, scandale à Paris, critique défavorable. Et en fait, qu'est-ce qui a choqué? C'est une rupture fondamentale avec le style français. Le style français existant, la tradition de l'ébénisterie française, puisqu'il s'agit essentiellement de mobilier. Et dans son journal, Edmond de Goncourt a écrit des remarques pas très bienveillantes à l'égard de Van de Velde. Il dit « Les meubles français doivent-ils avoir un tel aspect dans l'avenir ?» 2 fois non. Et donc, pas bien reçu à Paris, mais ce n'est pas bien grave parce que les Allemands viennent à Paris. Et on a notamment des délégués de Dresde qui décident de visiter et qui ensuite commandent à Van de Velde toute une série de meubles. Et là, à un moment, il va s'installer à Berlin. Il va partir progressivement à Berlin et il va rencontrer toute une série de personnages. Ici, je pense au baron Eberhard von Bodenhausen, oui, Edvard Munch, il est aussi un peu partout, il est dans le même cercle, il va être dans le même cercle, il va côtoyer Van de Velde également, c'est la même époque, c'est la même ambiance intellectuelle, et ce riche baron va soutenir Van de Velde, va écrire des articles, et va lui confier, parce qu'il a une série d'industries, des projets de meubles, des projets publicitaires, et il va l'aider notamment à accumuler des capitaux, parce que Van de Velde était un très mauvais homme d'affaires, mais il avait de très bons amis. Et il a toujours trouvé des bons amis, de faillite en faillite, c'est pas grave, il avait toujours de riches amis pour lui donner de l'argent et pour fonder de nouvelles... Parce que beaucoup de gens croyaient en lui. Et donc, von Bodenhausen lui donne de l'argent pour fonder d'abord une société ici en Belgique, pas très loin, rue Gray, à Ixelles. Et c'est la société Van de Velde qui organise une production de meubles selon ses propres projets. Qu'est-ce qu'on faisait en Allemagne à l'époque et pourquoi les Allemands sont si intéressés? Ben voilà, ça c'est ce qu'on faisait en Allemagne à l'époque, du néo-baroque, du néo-rococo, une photo d'intérieur d'appartements bourgeois, années 1900, très surchargés. Et donc, évidemment, si on prend comme point de comparaison ce que Van de Velde fait à la même époque, un peu plus tard, à Weimar, on a une révolution dans l'aménagement des intérieurs. Et donc, au tout début 1900, Van de Velde est décidé parce qu'il voit un potentiel, une clientèle possible pour ces magasins. Il va créer des ateliers également en Allemagne, à Berlin. Il va se faire un peu arnaquer à Berlin, il faut quand même bien le dire, puisqu'il va signer des contrats avec des entreprises de meubles. Il va réaliser des commandes importantes. Dans les commandes importantes, il y a ceci. Ça ne se trouve pas à Berlin, parce qu'évidemment, il va voyager, en Allemagne. Il y a beaucoup plus de maisons Van de Velde de cette époque-là et beaucoup plus de mobilier qu'il n'y en aura jamais en Belgique. Il va réaliser l'intérieur du Wolfgang Museum à Hagen, qui se trouve pas très loin de la frontière, pas très loin de Maastricht, je dirais, avec grand escalier, cette grande fontaine, ce jardin d'hiver. Et c'est ce personnage dont je reparlerai plus tard
qui est en quelque sorte Karl Ernst Osthaus, en quelque sorte le trait d'union entre Van de Velde et Gropius. On vient de publier d'ailleurs la correspondance que Osthaus a entretenue avec Gropius, et lui était en fait l'interface entre les deux, et je vous parlerai plus tard du contexte. Alors le contexte, pourquoi quitter Berlin, et aussi pourquoi rompre avec son style Art Nouveau. Alors, il est difficile aussi de dire aujourd'hui que Van de Velde a fait, si on pense Van de Velde, on ne pense pas forcément à l'Art Nouveau. Si on vous demande de citer 3 ou 4 pièces iconiques du style Art Nouveau, vous n'allez pas trouver à l'esprit directement une pièce de Van de Velde. Il faut souligner quand même que Van de Velde voulait se débarrasser dans l'ornementation de tous les éléments naturalistes et éviter la stylisation des objets qui pourraient être reconnus. Il n'aime pas ce que, par exemple, le style floral de Nancy, où on peut reconnaître exactement la plante, où on peut reconnaître l'insecte qui a servi à faire le bijou. C'est un style qu'il n'aime pas, ce style floral, qui était inspiré des formes de la faune et de la flore. Il développe plutôt une idée de l'ornement rationnel. Il n'est pas contre toute ornementation, mais pour lui, il faut qu'il y ait un lien entre la forme et la fonction. Donc ce qu'on a parfois appelé le style nouille, avec ses grandes envolées, qui est typique d'une certaine production à la fin de l'Art Nouveau, il n'aime pas. Et pour lui, le modèle absolu, c'est le modèle de ce qu'il appelle la Grèce présocratique, parce qu'il va faire un voyage en Grèce, il va ramener toute une série de notes, et il voit dans cet idéal de l'ornement rationnel grec, qu'il appelle présocratique, ça ne veut rien dire appliqué au champ de l'art et du design, mais il voit cette forme d'idéal à atteindre. Le problème, c'est que Van de Velde a un filtre, et ce filtre, c'est Nietzsche. Et je reviendrai sur cette question, sur la pensée de Nietzsche et son influence sur l'œuvre de Van de Velde. Alors, tout ça va amener une certaine production qui va assez bien fonctionner, avec des meubles à l'époque qui vont vraiment inonder le marché allemand. Si on regarde la production de Van de Velde à cette époque, c'est souvent beaucoup plus cher, et ça met beaucoup plus de temps si vous faites une commande que ce qui se faisait par les contemporains. Mais bon, ça va avoir son succès, mais il y a une contradiction de base, c'est que Van de Velde disait que l'art devait être accessible à tous, qu'il fallait que la beauté soit partout et pour tout le monde. Or, ces meubles, c'était 3 fois plus cher que les autres meubles de ses contemporains. Et donc, il y a une contradiction parce que c'est toujours avec des grandes qualités de matériaux, des grandes qualités aussi, il fallait d'excellents ébénistes. Et donc, il y a cette petite contradiction à l'époque. Un autre personnage dont je voudrais vous parler, et dont je vous reparlerai après, c'est le même personnage pour les 3 images, c'est le comte Harry Kessler. Harry Kessler, c'est un comte qui est ami avec toute la grande société de Weimar, et c'est lui qui va l'amener à Weimar. Harry Kessler est aussi ami avec la sœur de Nietzsche, qui est mort en 1900. Ici, on est en 1902 plutôt, et 1901 plutôt, 1901-1902. Et Harry Kessler va rencontrer Van de Velde, va le soutenir et va lui proposer de déménager de Berlin vers Weimar. Il connaît toute la bonne société et il va le faire engager par le grand-duc. Il veut promouvoir, en fait, qu'est-ce qui se passe à l'époque? On se retrouve en Allemagne avec une production industrielle et surtout une production artisanale médiocre. Elle est médiocre, donc les 2 leaders européens, c'est l'Angleterre et la France. L'Allemagne, aujourd'hui, on pense toujours à la Deutsche Qualität, mais ce n'était pas du tout le cas. L'Allemagne, à l'époque, avait une production qui n'était pas concurrentielle sur le marché, qui était essentiellement liée au marché allemand, et ils essayaient de trouver comment améliorer la qualité.
Et Van de Velde ne va pas être engagé pour créer une école dans un premier temps, il va être engagé comme une sorte de conseiller pour les industries de l'époque. Et il y a toute une série d'expérimentations qui se déroulent dans différentes villes. Vous savez, l'Allemagne, avec ses indépendances très fortes de ses anciens Länder, de ce qui a donné les Länder actuels, vont essayer chacun de leur côté de promouvoir une nouvelle industrie, d'essayer de faire des choses comme à Darmstadt. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé à Darmstadt, mais ils avaient créé une colonie d'artistes de style Art Nouveau. Il y avait des expérimentations qui étaient faites un peu partout, dont celle-ci. Et Kessler avait ça en tête, et donc il arrive à convaincre le grand-duc. Alors Kessler, il ne va pas faire long feu, enfin plutôt il va faire long feu, puisque il va être le conservateur du musée de Weimar entre 1903 et 1906, et il a dû démissionner en 1906 parce qu'il fait une exposition de dessins de Rodin qui aujourd'hui n'ont rien de pornographique ou de licencieux, mais qui a été considéré comme affreux, qui a fait scandale dans la société, il faut le dire, très conservatrice de Weimar. Et cette caractéristique de Weimar, société très conservatrice, va à la fois poser des problèmes à Van de Velde quand il va s'installer là, et aussi plus tard va poser des problèmes à Gropius. Et donc il va entrer. Alors, il va s'installer à Weimar, donc il va entrer au conseil, je dirais, du grand-duc, et le grand-duc donne comme lettre de mission à Van de Velde de redresser l'industrie d'art de Weimar. Donc, il s'agissait donc de mesures stimulant l'économie. C'est une mission artistique de grande emportée pour Van de Velde, puisqu'il est conseiller d'une région entière. Ce n'est pas un petit grand-duché, le grand-duché de Saxe. Et c'est amusant parce qu'il écrit dans ses mémoires qu'il veut immuniser les gens de la région de Saxe de la laideur. Donc il se donne comme mission, je vais les immuniser contre la laideur. Et pour lui, il avait déjà été au contact de Nietzsche. Ça, ce sont les archives Nietzsche, dont il réalise tout l'aménagement intérieur, une partie de la façade, tout le mobilier. Et pour lui, l'homme moderne, tel que le conçoit Nietzsche, telle est sa mission de l'homme moderne, ne peut pas continuer à vivre dans un décor anachronique, dans un décor historiciste. Donc il va rejeter complètement le vocabulaire historiciste, les néo-gothiques, les néo-baroques, les néo-rococo, tout ce qui faisait en fait le mobilier éclectique de l'époque. Et Van de Velde va en appeler à une conception des formes qui découle de la fonction, en fait, où il y a un lien entre forme et fonction. Et pour lui, si on habite dans la laideur avec ces styles néo-rococo, néo-renaissance, si on habite dans la laideur, l'homme moderne ne pourra pas émerger. Et c'est l'homme moderne au sens où l'entend Nietzsche. Et là, je cite Van de Velde, il faut que cela naisse, que de cela découle en fait naisse une nouvelle atmosphère sociale. Une nouvelle atmosphère sociale dans cette idée, dans ces idées de Nietzsche d'émergence d'une nouvelle humanité. Attention que après la mort de Nietzsche, la sœur de Nietzsche, Elisabeth Förster-Nietzsche, a complètement traficoté tous les écrits qui a donné l'ouvrage La volonté de puissance, sur lesquels justement les nazis se sont basés pour en faire la théorie du surhomme. Déjà, parce que Elisabeth Förster-Nietzsche était elle-même mariée à un sympathisant, je dirais, pré-nazi à cette époque. Et donc, la pensée de Nietzsche de l'émergence d'un homme moderne, ce n'est pas le sous-homme et le surhomme. Il y a beaucoup d'autres choses. C'est vraiment l'émergence d'une modernité particulière. Et Van de Velde, d'ailleurs c'est très bien montré dans le Neues Museum à Weimar, va situer véritablement tout son design, tout son travail dans l'idée d'une émergence, d'une beauté qui accompagne l'homme moderne. Alors on va lui donner, il arrive en 1902,
automne 1902, et on va lui donner, bon, ça a été fort transformé, des locaux dans la Preller House, qui est un ancien bâtiment dépendant de l'école des Beaux-Arts, et il va instaurer un séminaire, Kunstgewerbliches Seminar, c'est-à-dire un séminaire des arts, où il va donner un séminaire des arts décoratifs, où il va donner des conseils. Donc il n'y a pas d'atelier, il n'y a pas d'enseignement, il n'y a pas de diplôme, on est un séminaire. Et alors il fait ses tournées d'inspection dans les industries et il va conseiller toute une série de gens. Il y aura un soutien très fort de la jeune épouse du grand-duc qui va l'accompagner, donc ça va un peu lui permettre d'avoir le tapis rouge déroulé dans les grandes entreprises. Quand on va dans une entreprise de Saxe avec l'épouse du grand-duc qui va vite mourir parce que c'était un mariage catastrophique, donc elle aimait bien ce que faisait Van de Velde et elle va l'accompagner et ça va lui ouvrir énormément de portes. Van de Velde, tout ce qu'il a appris, c'est la peinture et le dessin. Donc, y compris dans les arts décoratifs, il est autodidacte, comme en architecture. Il est étranger, il parle un allemand épouvantable et il doit convaincre avec son allemand épouvantable des artisans expérimentés de la pertinence de ces innovations. Mais ce qui est une caractéristique, mais jusqu'au bout de sa vie, il est infatigable. Il est infatigable, il a 1000 idées à la minute, il rédige des rapports sur tout, il donne ses rapports à tous les proches du grand-duc, et tout ça va permettre à Van de Velde d'avoir très vite une réputation très forte, et il y a toute une série d'entreprises qui vont accepter volontiers ses conseils. Je devais vous montrer ça. Donc avec Kessler à gauche, avant qu'il soit viré du musée, vous avez tout à gauche c'est Van de Velde, à côté, à gauche de la jeune épouse du grand-duc, vous avez le comte Harry Kessler et le grand-duc au centre avec les gens de la cour. Et donc les formes et les couleurs de Van de Velde vont commencer à faire leur apparition chez les artisans, dans la ferronnerie d'art, dans la fabrication des poêles de chauffage, dans la vannerie, dans la sculpture sur bois, dans plein de choses. Donc il va être une sorte de mentor artistique de la région. Et Van de Velde a un réseau européen incroyable. Il va amener une nouvelle clientèle à Weimar, les affaires vont marcher, et les productions locales, il y a des foires partout, on ne les appelle pas encore des arts décoratifs, mais il y a des foires partout, des métiers d'art, et Weimar va être comme un fer de lance de la production en Allemagne. Et donc tout ça est une mission de conseil, c'est-à-dire une mission qui reste théorique. Il n'y a pas d'atelier, comme je l'ai dit, et il prend conscience que c'est quand même un peu faible. Il dit, oui, je veux bien continuer à aller conseiller tous ces artisans, toutes ces industries, mais il faudrait passer à l'étape supérieure. Mais en même temps, à cette époque-là, on va, en 1904, très rapidement, demander à Van de Velde de construire, de dessiner le bâtiment de l'école des Beaux-Arts. Parce qu'il y avait l'école des Beaux-Arts d'un côté, et l'autre école de Van de Velde n'existait pas encore. Et donc, il dessine l'école des Beaux-Arts, qui existe encore. L'école des Beaux-Arts, en fait, historique, c'est celle-ci. Donc, c'est celle qui se trouve ici. Là, si vous avez regardé le téléfilm Bauhaus, ça, c'est la petite place qu'on voit toujours avec la statue au milieu, ce qui est passé sur Arte, Bauhaus, un temps nouveau. Et ça, c'est le bâtiment plus tard qui va arriver, qui sera l'école de Van de Velde, qui est l'école des métiers d'art, la Kunstgewerbeschule, donc l'école des arts décoratifs. Du temps de Van de Velde à Weimar, les deux écoles ne seront jamais adossées. Il y avait d'un côté l'école des beaux-arts, de l'autre l'école des arts décoratifs. Et c'est Gropius qui va réunir les deux plus tard. Donc de son temps, on a les arts décoratifs séparés. Mais il va d'abord construire cette école des beaux-arts, on va lui commander. Cette école qui va mettre quand même 1904 à 1911, lui va changer, va créer sa propre école aussi en même temps, qui va être l'Institut des arts décoratifs, et les premiers inscrits, c'est 1907. Alors Van de Velde n'a jamais vraiment séparé, aujourd'hui on aurait des articles partout dans la presse, mais il a toujours eu son bureau privé dans son école, donc il n'a jamais séparé les choses. Donc il a son atelier qui était exactement là, oui,
ici, son atelier, qui est aujourd'hui une petite salle de classe, son atelier et toute une série de classes qui vont comprendre des ateliers pratiques, qui vont organiser une véritable formation. Et donc, le nom va s'appeler, c'est l'Institut ou l'École des métiers d'art, on va l'appeler l'École grand-ducale des arts décoratifs de Weimar. Alors, tous les ateliers sont privés. Pas une grande école publique, tous les ateliers sont privés, sauf quelques-uns. Reliure, tissage et céramique sont des ateliers publics. Donc, ils appartiennent à des maîtres qui viennent enseigner ou à des firmes extérieures qui bénéficient donc de ces facilités. Et les enseignants reçoivent un pourcentage sur les ventes des productions de l'école. Mais ce n'est pas assez, évidemment. En fait, ça fonctionne un peu comme une grosse entreprise dont Van de Velde serait une sorte de super patron avec des ateliers intégrés. Donc, il ne va plus donner des conseils à l'extérieur de son école, il a intégré les ateliers. Il a dit, justement, parce qu'il n'avait pas assez de moyens, il a dit aux entreprises et aux artisans, venez vous installer, moi je vais vous donner des conseils dans mon école et vous aurez un pourcentage avec toute une série de professeurs. Quelques photos d'époque. Vous avez là l'école justement de Van de Velde, l'école des arts décoratifs, avec le bureau ici de Van de Velde. Vous entrez normalement par là. Vous avez le plan, donc vous voyez un peu avec les salles de professeurs, les ateliers de métaux, de céramique, de ferronnerie, toute une série de choses qui s'organisent. Pas d'architecture. Il n'y a jamais eu d'architecture dans cette école. Il aurait voulu, mais il n'a jamais enseigné l'architecture. Il fallait aller à l'école d'ingénieurs. Et d'ailleurs, souvent c'est une déception quand je le dis, à Weimar, même quand l'école du Bauhaus est créée, il n'y a jamais eu d'architecture non plus. La première section d'architecture est créée plus tard, en 26-27, au déménagement de l'école du Bauhaus à Dessau. Donc le projet d'enseigner l'architecture n'a jamais été réalisé à Weimar, ni dans l'école de Van de Velde, ni dans l'école du Bauhaus. Et donc il a une pédagogie assez intéressante. Bon, les diplômes ne valaient pas grand-chose, mais ça s'étale d'une durée de 2 à 5 ans. Mais c'est intéressant parce que quand on observe les programmes, les œuvres que l'on a conservées, on peut constater qu'il y a déjà les prémices de ce qu'il va faire quand il va revenir ici en Belgique et de ce que Gropius va mettre en place. Alors, la première année, les étudiants vont s'exercer au sens de l'ornement et au sens de la couleur. Quand on est dans une école d'art comme la Cambre, on sait, parfois ça les fait souffrir, mais l'importance des cours de couleur, ça vient de la pédagogie de Van de Velde et c'est toujours là. Libre emploi de la couleur, les formes abstraites, les éléments essentiels du mouvement, surtout renoncer à copier des modèles historiques, ça c'est hors de question, c'est banni, renoncer à styliser des formes tirées de la nature, s'entourer de beaux objets qui doivent être en même temps fonctionnels. Ça c'est la philosophie de base de l'école de Van de Velde. Et donc la formation de base est complétée par un programme de cours de dessin en perspective et une introduction aux différents métiers. On touchait un peu à tout, on passait de la céramique au métal, au travail sur bois, au mobilier, au dessin de tapis. Et on a quelques exemples assez intéressants de tissus, de céramique, d'orfèvrerie. Van de Velde ici avec quelques-uns des profs de son école. Et bon, il avait beaucoup de qualités, mais il n'était pas très modeste. Donc dans le récit de sa vie, il dit « L'école que je venais de fonder à Weimar, où le drapeau de l'insurrection sifflait, était la citadelle la plus avancée de nouveaux principes artistiques. Il n'y avait aucun enseignement de l'histoire de l'art, ça c'est pas bien, ou de l'histoire des styles dans le programme scolaire. Tout recours à la nature, ou plutôt à des éléments naturalistes, est incompatible avec la création de la forme pure, résultat du seul dessin rationnel. » Et donc Van de Velde crée une nouvelle pédagogie, et il en a bien conscience.
Ici, on a un exemple du premier diplôme, encore la même photo d'époque, diplôme de Max Nerling en 1911. Quelques autres exemples de travaux, de ce qui se faisait. Alors, on a beaucoup reproché à Van de Velde, si on regarde des exemples de travaux, d'avoir voulu faire des mini Van de Velde, parce que c'était un maître, et si on observe les travaux de ses élèves, il faisait un peu comme lui. Et donc, voilà, il était assez directif, semble-t-il, on le voit ici, hein, dans son bureau qui se trouvait là, et travaillait à toute une série de projets, y compris des projets privés. Et si on regarde, on a conservé dans notre fond, on a une valise, une grosse valise en cuir, que ses élèves de l'école de Weimar lui ont donnée avec plein de dessins, des dessins d'ornement, certains très beaux, d'autres très moyens. Mais c'est très touchant. Et ils ont donné ça, ils ont mis ça, je ne sais pas si c'est eux ou si c'est Van de Velde qui a mis ça dans cette belle valise, mais on a conservé cet objet très touchant avec toute une série d'œuvres de ses étudiants. Et on voit directement qu'il avait une influence très forte sur la manière dont les étudiants devaient travailler. Et donc ça, au regard des pédagogies d'aujourd'hui, c'est quand même assez moyen. Alors, autre chose dont je voudrais vous parler, parce que ça va expliquer l'explosion après à Weimar, c'est ce qu'on a appelé, vous voyez ici, le Deutscher Werkbund. Alors, ça veut dire l'union de l'œuvre allemande. Alors, qu'est-ce que c'est que ce Deutscher Werkbund, dans laquelle il est fortement impliqué? C'est une association avec des hommes d'affaires, des artistes, des architectes, des artisans, qui avait été fondée en 1907 par Hermann Muthesius, qui visait en fait la promotion des arts appliqués. Donc il était dedans. Au départ, il y avait toute une série de gens, quand même on pense à Peter Behrens qui en faisait partie, Richard Riemenschmidt, Henri Van de Velde, et un peu plus tard, Walter Gropius. Et ils vont se donner le but de concilier industrie, modernité et esthétique. Et tout ça en lien avec l'industrie. Et ça, c'est un point de friction qui va amener Van de Velde à se raidir par rapport à toute une série de prises de position, notamment de Muthesius. Un des éléments déclencheurs, Hermann Muthesius va prononcer un discours, il aimait bien prononcer des discours, de l'importance des arts décoratifs. Ce discours va être un scandale absolu, on va l'appeler l'affaire Muthesius, et pour lui, il va miser absolument sur le relèvement de l'industrie, mais il mise le fait que l'artiste se soumette à l'industrie, fasse toute sa production en vue d'une production industrielle qui inonde le marché, et cette production industrielle devait en plus s'accompagner de l'émergence d'une culture nationale à travers laquelle l'Allemagne allait pouvoir s'affirmer, se démarquer face aux deux nations qui dominaient le marché des arts décoratifs, la France et l'Allemagne. Et donc, il va insister aussi sur la responsabilité morale qui incombe à l'industrie. Mais ça, ce n'est pas le pire. Donc, vous voyez qu'il avait aussi ces petites influences. J'ai pris cet exemple-là. Il va s'intéresser à la maison anglaise. Il va faire aussi un peu, comme Van de Velde, des sortes de néo-cottage. Alors, il va y avoir l'expo à Cologne qui va se dérouler. Vous voyez le fameux théâtre au-dessus que Van de Velde va réaliser, le Werkbund Theater. Tout ça a disparu dans la Deuxième Guerre mondiale. Vous avez aussi un autre bâtiment de Gropius. Grande exposition qui va mal se terminer parce que Muthesius fait un grand discours. Ce grand discours, comme il en avait l'habitude, sur l'avenir du Werkbund, il va proposer de soumettre intégralement la production à ce qu'il a appelé la typisation. La typisation, le Typisierung, qu'on pourrait traduire grosso modo par standardisation. Pour lui, il faut standardiser l'art parce qu'il faut que l'art soit
complètement soumis à l'industrie. Et là, il faut savoir que Van de Velde, là, ça ne lui va pas du tout. Van de Velde rentre à l'hôtel, écrit ses fameuses contre-propositions. Muthesius écrit 10 propositions pour réformer l'art. Van de Velde furax, il rentre à l'hôtel, il écrit 10 contre-propositions. Et il commence ces 10 contre-propositions par une ode à l'individualité artistique. Alors on voit des clans se former à ce moment-là, et c'est le moment où, on est en 1914, à la veille de la Première Guerre mondiale, où ça commence à ne plus aller à Weimar. Ça commence à ne plus aller parce qu'on est, comme vous le savez, à la veille de la Première Guerre mondiale, que les sentiments xénophobes sont importants, que, évidemment, quand il y a des moments de guerre, toute la clique réactionnaire qui entourait le grand-duc avait pris le dessus et on veut se débarrasser de Van de Velde. Mais Van de Velde est trop fier, donc il rentre de Cologne et il remet sa démission. Et donc, il remet sa démission et toute une série de gens ont essayé de convaincre le grand-duc, malgré tout, de ne pas fermer l'école. Mais tout ça, Van de Velde va payer en fait son manque d'expérience avec les autorités publiques. Il va s'épuiser dans une lutte contre l'administration. Les subventions qu'il reçoit sont ridicules par rapport aux besoins de l'école. Et donc, il est complètement dépendant de la cassette personnelle du grand-duc. Tous ses conseillers sont contre lui. On n'a pas besoin du Belge pour nous aider, on sait bien comment faire. Et donc, avec l'entrée en guerre, la dissolution de l'école est quasiment décidée. Il remet sa démission et il pense bien quand même que ce n'est pas l'école qui est menacée. Il dit, bon, ça va, c'est bon, moi, on ne veut plus de moi, mais j'espère bien quand même que cette école va continuer. Et on lui dit, non, pas tout de suite la démission, on postpose, et il va, à ce moment-là, contacter Gropius, et il va justement lui écrire, bon c'est en allemand, mais en fait il dit dans sa lettre qu'il voudrait lui poser 2 questions. Il lui dit, mais mon cher Gropius, accepteriez-vous le poste de directeur de l'école d'art et d'artisanat de Weimar ? Il dit dans quel magazine puis-je trouver vos travaux, et il dit qu'en tant que mon successeur au ministère, je vous ai recommandé, mais pas tout seul, hein, ainsi que Obrist et Handel, il a donné des noms, et il termine en disant qu'il pense que Gropius a tout à fait les compétences pour reprendre cette succession. Mais comment ça se fait qu'il a pensé à Gropius, qui a quand même 20 ans de moins que lui, comme successeur potentiel? Eh bien, une explication de ça, je reviens à cette dia que j'ai déjà montrée, c'est le fameux personnage de Osthaus qui est au centre et qui a réussi à convaincre Gropius, qui à la base était quand même plutôt dans le camp de Muthesius sur l'idée de standardisation, de typisation, mais Osthaus dit « Ah non, tu viens avec nous, tu viens dans mon camp » et c'est lui qui payait de toute façon. Finalement, Gropius se range du côté de Van de Velde, et à ce moment-là, il va garder cette sorte de tutelle intellectuelle donc Osthaus par rapport aux deux, et il va unir, si vous voulez, les deux. Et je vous montre, ça c'est juste pour le plaisir, des photos de la grosse maison, parce qu'il avait beaucoup d'argent de Osthaus, la villa Hohenhof que Van de Velde avait réalisée en 1908. Ça c'est une photo d'aujourd'hui, on peut la visiter le samedi et le dimanche uniquement. Et vous avez les éléments intérieurs, très très belle maison à Hagen, 3 heures de voiture de Bruxelles. Et Osthaus va jouer un rôle important. Et juste après, en fait, cette recommandation, ici je montre les deux, et bien effectivement, avec toute une série d'appuis, Gropius a réussi à se faire élire comme... mais il faut attendre, l'école est fermée, là, à la fin de la Première Guerre mondiale. Quand la guerre est passée, l'école a été fermée pendant 3 ans et demi, quand la guerre est passée, on se dit, on va refaire une école, et c'est à ce moment-là qu'on suit, en quelque sorte, les conseils de Van de Velde, sauf que Gropius ne va jamais admettre cette filiation avec Van de Velde, parce qu'il considère que son œuvre est révolutionnaire, et il a un peu de mal à admettre cette ombre tutélaire
de Van de Velde. Et donc Gropius est élu fin 1918, début 1919, et il va créer cette école qui est le Staatliches Bauhaus, donc c'est-à-dire la maison de la construction d'État. Ce Staatliches Bauhaus va regrouper pour la première fois l'ancienne école des beaux-arts et l'école des arts décoratifs. Donc il y avait un regroupement des deux écoles sous la houlette de Gropius. Et donc, quel est le manifeste de Gropius, apparemment aussi fortement inspiré, on va dire, d'autres écrits, mais soit assez rapidement écrits. Et vous avez à gauche la couverture de Feininger, professeur de gravure notamment, la cathédrale. Ça représente une cathédrale et ça symbolise justement l'œuvre collective d'une communauté de travail, où l'école, les artisans, sont les héritiers des loges du Moyen-Âge, les professeurs sont des maîtres, les élèves sont des apprentis, on travaille dans des ateliers sur tout ce qui touche à la construction, aux arts appliqués, mais il n'y a toujours pas d'enseignement de l'architecture. On a quelques exemples quand même de la pédagogie. Oui, petite anecdote quand même sur Van de Velde. Quand l'école rouvre, Van de Velde se dit bon, pourquoi pas, moi je pourrais y retourner. Et alors il y a deux professeurs de Gropius de l'école des beaux-arts qui écrivent à Van de Velde, mon cher Van de Velde, on va vous faire une place, vous allez pouvoir revenir, peut-être pas comme directeur évidemment, puisqu'on a un directeur, mais pour donner des conférences, pour encore nous encourager. Il écrit un Gropius, pas de réponse. Puis il avait toujours sa maison là-bas, Hohe Pappeln. Donc il vient faire ses cartons, et puis il va s'enquérir un peu. Gropius ne l'a jamais reçu, et il comprend bien qu'il n'est plus le bienvenu. Et d'ailleurs, Gropius était très fâché sur les deux professeurs qui ont écrit à Van de Velde pour lui dire qu'il devait revenir. Gropius n'avait absolument pas envie de voir revenir Henri Van de Velde, qui était beaucoup plus célèbre que lui. C'était une ombre tutélaire beaucoup trop envahissante pour Gropius, qui voulait créer sa nouvelle école. Et donc, en plus, il y a beaucoup de personnes influentes à Weimar et en Allemagne en général qui plaident pour le retour de Van de Velde, mais Gropius, finalement, ça a un peu lâchement fait voter une motion au Conseil des maîtres, l'équivalent du Conseil d'administration, pour dire qu'il n'y a plus de place. Donc, ce n'est pas qu'il n'en veut plus, mais malheureusement, il n'y a plus de place pour vous, mon cher Van de Velde, et donc, il ne revient pas. Mais ce n'est pas bien grave, parce que Van de Velde a d'autres projets à ce moment-là, et l'école finalement du Bauhaus va reprendre, même si Gropius n'aimait pas la filiation, va reprendre une série de choses. Il va y avoir l'instauration du cours préliminaire, si vous regardez ici, qui durait quelques mois, et vous avez toute une série de choses, l'étude des matériaux, l'étude des couleurs, que l'on retrouvait déjà dans la pédagogie de l'école des arts décoratifs de Weimar. J'ai pris l'exemple, il y a évidemment des personnalités très fortes dans l'école du Bauhaus de Weimar. Je pense notamment à Johannes Itten. Il fait un peu des choses, il a créé une sorte de secte à l'intérieur de l'école, c'était un peu étrange, ça relaxait peut-être les étudiants. Et les exemples d'architecture, les deux seuls exemples d'architecture sur lesquels les étudiants ont travaillé, ce sont des projets que Gropius mène à titre personnel, mais dans lesquels il va demander aux étudiants de travailler sur l'aménagement intérieur. Et cette Haus am Horn de Georg Muche et Hannes Meyer, qui va être réalisée pour l'exposition de 1923. Mais quoi qu'il en soit, l'école va assez bien fonctionner. Ça, c'est d'autres exemples d'architecture. L'école va assez bien fonctionner. Ce sont les affiches pour l'exposition de 1923. Mais Gropius va avoir les mêmes problèmes que Van de Velde, parce qu'à un moment, une fois l'enthousiasme passé, une fois toute cette exposition, Gropius va se trouver face aux mêmes réactionnaires, la même clique. La clique n'avait pas disparu. Il y a la République de Weimar, mais ce sont les mêmes, ils ont juste changé de casquette, ils sont toujours là.
Malgré la personnalité des profs, le Bauhaus de Weimar va fermer, on leur coupe les vivres. Mais ce n'est pas grave, ils vont s'installer plus loin. Je passe rapidement parce que mon temps va bientôt être écoulé. C'était un exemple pour montrer le lien avec De Stijl. Finalement, ils vont s'installer à Dessau un peu plus tard. Que fait Van de Velde à ce moment-là, une fois qu'il avait, dans ces années entre 1919 et 1926, il va travailler surtout aux Pays-Bas. Il va travailler un peu en Suisse, il a essayé de créer des écoles, ça n'a pas fonctionné. Il va travailler aux Pays-Bas, il va travailler notamment pour la grande famille des Kröller-Müller. Et c'est au moment où il travaille pour les Pays-Bas, j'ai mis quelques exemples de Tent à Wassenaar, où Van de Velde va être appelé par le ministre socialiste Camille Huysmans, qui fait voter un arrêté royal en novembre 1926. Donc novembre 1926, l'arrêté royal de création de l'école qui se trouve aujourd'hui dans l'abbaye. Et la première rentrée aura lieu en septembre 1927. Et Huysmans va appointer, entre guillemets, Van de Velde, parce que Van de Velde était un de ses amis. Et l'école est créée, donc je vous montre, on est à la même époque. Décembre 1926, à gauche, vous avez l'ouverture du nouveau bâtiment du Bauhaus de Weimar. Et un peu après, vous avez toujours, on a maintenant une plaque en laiton, il n'y a plus d'inscription là, 1928, l'entrée avec toujours la même porte, avec Van de Velde et une série de profs. Il peut choisir. Alors, si vous allez sur Wikipédia, vous allez lire que Van de Velde fonde la Cambre en se basant sur les mêmes principes que le Bauhaus. Non, c'est plutôt le Bauhaus qui s'était fondé sur les principes que Van de Velde avait déjà posés lors de la création de son école. Et donc, Van de Velde n'a pas besoin, et d'ailleurs c'est à un moment assez éloigné, il y avait des grandes personnalités quand même dans l'école du Bauhaus, et donc Van de Velde s'est fié toujours à son idée. Et Van de Velde essaye de prolonger à Bruxelles l'expérience pédagogique de Weimar. Mais il va l'adapter. D'abord, il y aura de l'architecture dès le début, ce qu'il n'y avait pas à l'époque. Donc le divorce avec la faculté actuelle, pour des raisons en fait de reconnaissance professionnelle, ça date de 1979, grosso modo, où pour des raisons de diplôme, de validité des diplômes, hors des architectes, je ne vais pas vous rentrer dans le détail. Donc l'école a été unie, selon l'idée de Van de Velde, une cinquantaine d'années. Aujourd'hui, c'est deux écoles, deux entités différentes, mais on collabore de plus en plus pour retrouver un peu cette histoire, et le colloque a d'ailleurs été co-organisé avec la faculté d'architecture. Et donc à Bruxelles, contrairement à Weimar, on enseigne l'architecture dès le début. On a beaucoup d'échanges entre les élèves, le corps professoral, le bureau de Van de Velde, toute la rigueur de la pensée de Van de Velde, son exigence de cohérence, sa dimension du rêve aussi se retrouve dans l'école. Et bon, il faut savoir Camille Huysmans, ministre socialiste. Qu'est-ce qu'il y avait comme type d'enseignement à l'époque? Soit vous avez les ateliers Saint-Luc, qui faisaient plutôt de l'artisanat, qui était encore plus ancien, donc qui faisait plutôt de l'artisanat, mais qui s'était ouvert aux arts décoratifs, donc c'est soit initiative privée catholique, soit vous aviez les initiatives communales, comme l'Académie des Beaux-Arts de Bruxelles, qui était plutôt le bastion des libéraux. Et Camille Huysmans, socialiste, il n'y avait pas d'école nationale, veut créer une école nationale, un peu pour embêter à la fois les catholiques et les libéraux, et en plus mettre à sa tête une forte personnalité qui est Van de Velde. Alors, ce nouvel institut, donc si vous regardez un peu la façade, l'Académie des Beaux-Arts, très différent de ce qu'on a de nos bâtiments et encore plus, évidemment, des bâtiments du Bauhaus de Weimar. J'aimais bien ces deux vieilles photos. Vous avez un peu un contraste parce que les pédagogies sont peut-être proches, mais l'environnement n'est pas exactement le même. Le nouveau bâtiment du Bauhaus de Dessau et là où s'installe l'ISAD, le premier nom de la Cambre, Institut supérieur des arts décoratifs.
qui s'installe dans le parc de l'abbaye et qui est le directeur de l'école de l'Académie des Beaux-Arts à la même époque, Victor Horta. Il faut savoir que Van de Velde et Victor Horta se détestent depuis de longues années, suite à un mishmash avec l'attribution d'un marché au théâtre des Champs-Élysées, enfin bon bref, et ils se détestent. Et d'ailleurs, Van de Velde a qualifié Horta et tous les confrères opposés à la création de la Cambre. Il a dit que c'était des médiocres, des envieux qui redoutaient son autorité, sa supériorité, sa célébrité, sa présence, peut-être pas sa modestie. Et donc l'école se crée, vous voyez, avec, dès le début, une présence assez importante des femmes, à la fois dans les professeurs et dans les étudiants, 80 étudiants, c'était 3 ans. L'école fonctionne bien, avec des professeurs assez célèbres, donc ça par exemple, des expositions assez rapides. J'ai pris 2 comparaisons. À gauche, ce qu'on faisait dans les ateliers métal du Bauhaus, à l'époque encore à Weimar. À droite, ce qu'on fait dans l'atelier de métal de l'Institut supérieur des arts décoratifs de la Cambre. Il y a quand même quelque chose qui font penser à une filiation. On a des cours que Van de Velde a voulu, notamment de Victor Bourgeois, qui était un grand professeur d'architecture, mais qui donnait des cours de la forme pure, qui a marqué, qui savait tout, qui écrivait sur tout. Donc Iwan Stroven, qu'on connaît bien, a dit de Victor Bourgeois que c'était un pic de la Mirandole à la petite semaine. Donc c'est-à-dire qu'il avait des cours sur tout, une vision sur tout, et une extraordinaire capacité à parler de tout, parfois de manière pas toujours juste. Mais on a ici quelques vues. L'atelier d'Oscar Jesper, c'était aussi un atelier incontournable. Et Van de Velde, de nouveau, dans sa grande modestie, dit le programme de l'ISAT se différenciait à tel point des programmes de l'enseignement des écoles d'architecture, de décoration et de métiers d'art existantes en Belgique et à l'étranger qu'il conviendrait de le soumettre tout entier au lecteur. Il servira d'élément de comparaison à l'historien qui serait tenté de se documenter sur la succession des instituts révolutionnaires de cette période, dont la Kunstgewerbeschule de Weimar et du séminaire fut le premier en date. Et il insiste, le deuxième, le Bauhaus, qui se greffa sur cet institut que j'avais créé à Weimar après 1918, délogea après peu de temps à Dessau et qui, de 19 à 33, attira l'attention du public qui s'était intéressé à ma tentative et reporté à présent aux expériences du Bauhaus et de son directeur, le professeur Gropius, un intérêt qu'elle méritait pleinement. Donc il n'est pas tout à fait. Hein. Et il dit l'ISAD, inauguré en 1926, mais la rentrée, c'est en 1927, à Bruxelles, ne tarderait pas à fournir pour une enquête consciencieuse des éléments complémentaires de comparaison. Donc tout est déjà écrit dans ces mémoires et on est aujourd'hui les héritiers, effectivement, de cette pensée. Mais évidemment, la Cambre a une longue histoire qu'on ne va pas faire ce soir. On ne va pas la faire ce soir parce qu'on compte justement pour le centenaire de l'école travailler avec nos collègues de Weimar, réaliser une grande exposition sur Van de Velde et les pédagogies comparées des écoles du Bauhaus et de Weimar. Je voulais juste vous dire en conclusion que nous disposons, nous, d'un fonds documentaire important, qui est le fonds Henri Van de Velde. Ce fonds Henri Van de Velde est hébergé au sein de l'école de la Cambre, qui comprennent plus de 3000 dessins et documents graphiques originaux de Van de Velde, 1 millier de photographies sur supports divers, environ 800 livres de la bibliothèque personnelle annotés par Van de Velde, et toute une série d'objets personnels. Oui, voilà, c'était ça. Donc ça, c'est une image notamment du théâtre, de ces dessins du théâtre des Champs-Élysées qui appartiennent au fonds Henri Van de Velde. Alors, il faut savoir, et ça je ne vais pas l'éviter, que la célébrité, pour terminer la dernière image, la célébrité de Van de Velde a été un peu occultée par les dernières années de sa vie, mais il a continué à travailler pendant la Grande Guerre, pas à la Cambre, parce qu'il a démissionné de la Cambre en 1936, donc 10 ans après la création, mais il travaillait pour le ministère des Travaux publics et il a continué
a travaillé au niveau de l'identité visuelle de toute une série de projets artistiques qui intéressaient la Belgique dans son entièreté. Et ce rôle de conseiller esthétique, il l'a continué aussi pendant l'occupation allemande, ce qui lui a été reproché fortement. Évidemment, je ne veux pas minimiser cette collaboration administrative, mais il a été acquitté lors d'un procès à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, après la Deuxième Guerre mondiale. Et il a terminé sa vie finalement en Suisse. Il n'a pas du tout apprécié cette accusation, cette mise en accusation. Il est parti en Suisse en 1947 et il a été recueilli par l'architecte Alfred Roth. Et il passera les 10 dernières années de sa vie à rédiger ses mémoires, mais aussi à régler ses comptes à travers ses mémoires. Aujourd'hui, il peut apparaître comme plus connu en Allemagne qu'en Belgique, parce qu'il n'est pas toujours évident de voir ces maisons. Autant toutes les maisons, ou quasiment toutes les maisons de Van de Velde en Allemagne sont visitables, autant aucune ne l'est de manière permanente. Et le travail qu'on va essayer de faire avec le Fonds Van de Velde, l'école de la Cambre, la faculté d'architecture de l'ULB, c'est justement de mieux faire connaître cette figure essentielle de l'histoire de l'art, de l'architecture et du modernisme à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. Je vous remercie de votre attention.